j'aimerais revenir sur ce qui est peut-être pour nous l'essentiel, c'est-à-dire les cours, puisque en termes de recettes, c'est une des grandes parties des bases et de la vie de nos établissements. Je voudrais dire 3 choses sur les cours. La première, c'est qu'on a demandé du jour au lendemain à nos personnels enseignants de se mobiliser, de se former, de créer du matériel pédagogique, de commencer à faire des cours à distance. On leur a demandé un effort très important, alors même que depuis 15 ans, on s'est évertué à précariser leur statut, à fragiliser leur position. À Dakar, ici, nous travaillons avec des enseignants qui sont journaliers, payés à l'heure. Et on peut imaginer que dans ce contexte, l'esprit d'entreprise, la maison, l'esprit d'équipe n'est pas tout à fait ce qu'il pourrait être s'ils étaient véritablement titulaires et intégrés dans les établissements. Je pense que c'est un point qui n'est pas négligeable et qui fait que si on veut véritablement professionnaliser nos établissements, si on veut construire des équipes qui aient de l'expertise, je vais en reparler, on a besoin de s'interroger aussi sur le statut des équipes enseignantes dans le réseau. Au-delà de ça, nous avons mis en place des cours à distance. Alors nous les avons mis en place avec les moyens du bord, avec un certain succès, puisqu'on a réussi à ouvrir des cours, on a réussi à renouveler des cours, ce qui veut dire qu'il y avait un taux de satisfaction convenable de la part de nos apprenants. Mais on ne peut pas dire qu'on ait non plus proposé une véritable offre de cours à distance, on ne peut pas dire qu'on ait réussi à proposer des formules hybrides qui soient véritablement de qualité. Et je pense que pour avoir été à Madrid et bien connaître le cours en ligne qui a été développé pendant des années par l'équipe de Madrid, c'est un travail de longue haleine. Et on ne peut pas imaginer que nos établissements en pleine crise soient suffisamment réactifs pour proposer d'eux-mêmes des offres de qualité qui fassent honneur à ce qu'on attend que soit la marque Institut français. Et là, je pense que c'est vraiment, je l'ai déjà dit souvent, mais je le redis, c'est vraiment à Paris que les choses doivent se faire. J'ai été morfondu, jaloux et un peu dégoûté de voir que le Goethe à Berlin a été capable en quelques jours de mettre à disposition une plateforme, un outil de cours en ligne complet sur tous les niveaux, qu'ils ont pu en 3 semaines former les enseignants et être opérationnels avec une véritable offre homogène et de qualité. On a besoin de ça, c'est dans l'intérêt de tout le réseau, mais c'est aussi dans l'intérêt de l'Institut français à Paris. Ça peut être un magnifique outil de suivi et de pilotage du réseau. Ça peut être aussi un outil pour générer des ressources nouvelles à l'Institut, puisqu'on pourrait imaginer qu'une partie des recettes puisse remonter à Paris. Donc vraiment, pour moi, c'est un enjeu majeur pour demain. Penchons-nous sur cette question d'un cours en ligne qui soit celui de tous, mais qui ne peut être porté que par l'Institut français de Paris. Sur cette question de l'enseignement, je voudrais revenir sur une problématique qui est davantage propre peut-être à l'Afrique, en tout cas aux pays francophones. Comme vous tous, nos établissements aujourd'hui sont fermés, les cours sont arrêtés. On ne sera probablement pas en capacité de les reprendre dans nos espaces qui sont trop exigus pour faire des cours rentables ou pour organiser des examens dans des conditions convenables. Donc on va être obligé de se tourner vers les cours en ligne et d'autres ressources. Nous, les ressources ici, c'est très simple. Le FLE, ça concerne quelques expatriés et des entreprises, lesquelles ne vont probablement plus avoir de demande pendant un certain temps. Il ne nous reste plus que les cours d'alphabétisation. Les cours d'alphabétisation, ici, il y a une énorme demande pour l'alphabétisation en français, mais elle est essentiellement hors des centres, elle est en région, auprès d'une population qui est souvent concernée par les projets de l'AFD. Et là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur le déploiement des projets de l'AFD sur nos territoires, parce que si, dans ces projets, on mettait 0,1%, je dis ça sans avoir regardé le détail, mais si on mettait une infime partie du budget de ces actions sur de l'alphabétisation en français, qui propose des compétences que ces populations réclament bien souvent et qui sont d'une extrême utilité, on aurait pour nos établissements une façon de se valoriser parce que nous avons l'expertise nécessaire. Nous pourrions former des formateurs qui iraient en région répondre à la demande et aux besoins et nous permettrait, nous, d'avoir des recettes régulières, importantes pour le coup,
et sans du tout être en substitution de l'action locale, puisque, encore une fois, le besoin ici, il est en formation de formateurs. Il n'est pas question pour nous d'aller sur le terrain avec des enseignants, nous n'en avons pas les moyens. Voilà, donc ça c'est un projet à moyen terme. Je pense que ça peut être un projet décisif pour les établissements d'Afrique francophone en particulier. S'agissant de la programmation en ligne, comme tous les établissements, nous sommes employés à développer une programmation en ligne puisque nous étions fermés au public. Nous l'avons fait avec tout notre enthousiasme et nos moyens. Nous avons essayé de former les équipes, mais on ne s'improvise pas totalement producteur de contenu numérique en ligne. On l'a assez vite réalisé et on a vite compris que faire un petit tutoriel, même avec des artistes de cirque, c'était une opération qui pouvait nous prendre une semaine entre le tournage, le montage, la post-synchronisation, le sous-titrage, etc. Donc, je pense qu'on a été un peu échaudés. Aujourd'hui, on est rodés, mais on a aussi fait la part des choses et c'est ça que je retiens surtout de cette expérience. Je prendrai un exemple, si vous voulez, la fête de la musique. Fête de la musique qu'on avait conçue selon 2 temps. Un temps faible qui consistait en un blind test organisé par les équipes de la maison dans nos locaux et avec nos ressources propres. Et puis un concert plus ambitieux, temps fort, autour de 5 artistes qui ont donc enregistré pendant 2 soirées le concert qui a été monté, qui a demandé beaucoup d'argent et de temps en cachet et investissement des uns et des autres, et qui finalement, au bout du compte, a fait un nombre de vues honorables puisqu'il a concurrencé celui de Youssou N'Dour ici à Dakar, mais qui a été devancé nettement par le blind test concocté par les équipes de l'Institut, et qui pourtant n'était pas dans le meilleur créneau horaire de la soirée. Et le dernier point que je voudrais soulever concernant la programmation numérique, on s'interroge aujourd'hui, je le sais, sur le fait qu'on puisse continuer à développer, en plus de notre programmation habituelle, une programmation numérique dans les mois, voire les années qui viennent. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas les capacités humaines. On va avoir une énorme demande de la scène culturelle dès qu'on va pouvoir réouvrir nos établissements et recommencer notre programmation en présentiel. Et je n'imagine pas qu'on puisse continuer, alors qu'on est déjà à plein temps sur la programmation numérique, à suivre le mouvement. N'empêche, la question de la programmation numérique, elle va se poser aussi pour la plupart de nos manifestations et en particulier de nos manifestations d'importance. Je pense par exemple au Festival Dakar-Court que nous organisons en décembre. Aujourd'hui, le festival est en partie calé en termes de panel d'invités, de films en compétition, de tables rondes professionnelles. Mais l'incertitude est telle qu'on essaye d'imaginer des plans B, mais tous ces plans B passent par des solutions numériques. On s'est rapproché d'Annecy qui avait réalisé son dernier festival à distance sur une plateforme, mais on voit bien que pour pouvoir véritablement présenter un festival intégralement sur Internet, il faut des compétences qui ne sont pas les nôtres. Je ne parle pas seulement des compétences techniques, je parle de tout ce qui accompagne ces dispositifs sur la diffusion des films en VOD ou même la diffusion tout court des films, la question des droits. Bref, des choses qui nous dépassent un peu et qui font que du coup, notre programmation se trouve très fragilisée sur les gros événements en particulier et que cela fragilise aussi toutes les structures qui travaillent avec nous et tous les artistes qui comptent sur nous pour les semaines et surtout les mois à venir. Sur la question qui portait sur le sens à donner à nos actions dans le futur et sur la façon dont on avait pu être impacté par la crise et dont on avait poursuivi nos actions de coopération, en particulier en direction des sociétés civiles, là je prendrai un peu le contre-pied de ce qui se dit parfois sur cette crise. Je pense que nous, on a peu été impactés par la crise en fait. L'essentiel de notre action ici est une action de soutien au développement de la scène culturelle et plus largement au développement d'actions de coopération en lien avec le SCAC.
On dépend peu de la mobilité internationale, on dépend peu de la venue d'experts sectoriels. On travaille essentiellement avec ce qu'on appelle, nous, des communautés d'intérêt partagés. C'est vrai, en particulier dans le numérique, on a développé des IF et des AF Labs qui sont des incubateurs de start-up culturelles. Et sur ce modèle-là, on essaye d'avoir des relations équivalentes avec les différentes filières et les différents secteurs du monde culturel. Donc ce qu'on fait simplement, c'est qu'on met les gens ensemble, en relation, d'une part pour qu'ils puissent partager des compétences, de l'expertise, mais aussi des moyens, mutualiser un maximum de leurs pratiques, et en même temps pour qu'ils se rencontrent, dialoguent, aient confiance les uns en les autres, et se rendent compte que finalement, en tout cas ici au Sénégal, l'offre est tellement réduite par rapport à la demande qu'il y a de la place pour tout le monde, et que plus on est à proposer des activités, plus on trouve de public. Donc nous avons poursuivi nos activités de coopération à l'identique, je dirais même qu'on les a renforcées, parce qu'une partie du budget qui était consacré à l'événementiel culturel, que nous n'avons pas injecté dans la programmation numérique ou dans les appels à projets spéciaux que nous avons faits pendant la période de crise, mais nous l'avons réinjecté dans les actions de coopération. Et donc, je ne me semble pas que nos partenaires aient beaucoup pâti aujourd'hui de la situation de crise, j'entends dans la relation qui les unit à nous. Bien sûr, après, la scène culturelle est à l'arrêt, et ça, c'est une difficulté pour chacune et chacun. S'agissant des sujets de discussion qui animent le débat ici au Sénégal et qui peuvent être repris aussi sur la scène française, je pense que la question décoloniale est celle qui nous intéresse le plus directement à Dakar. D'une part parce que Felwine Sarr, qui en est un des grands animateurs, avait créé avec Achille Bembe les ateliers de la pensée à l'Institut français de Saint-Louis et de Dakar, et qui poursuit cette aventure avec nous, parce que Felwine Sarr est aussi le rapporteur du texte sur les restitutions patrimoniales, et donc au cœur de toutes ces problématiques. Mais je crois surtout parce que ces questions sont en train progressivement d'infuser auprès du grand public et qu'elles sont parfois mal comprises, en tout cas souvent caricaturées, et parfois instrumentalisées, soit sous l'effet des influences extérieures, venues des événements que nous avons connus ces derniers temps postérieurs à la mort de George Floyd, ou simplement relayées par la diaspora française qui ne véhicule pas toujours une image très positive de notre pays. Donc là, il y a un véritable enjeu. Il nous faut nous positionner, mais il faut le faire avec beaucoup de modestie et d'humilité. Il ne faut pas nous positionner, je pense, en répondant et en imposant nos idées ou notre vision des choses, mais il faut favoriser le dialogue, laisser le dialogue se faire entre ceux qui véritablement portent ces idées, entre ceux qui sont aussi des décideurs. Je pense qu'il est important que nous, on accueille les représentants des musées. On le fait avec le Musée des civilisations noires de Dakar, avec le Quai Branly à Paris, bientôt avec d'autres musées français qui ont aussi des collections qui intéressent l'Afrique. Je pense que c'est dans le dialogue et la co-construction qu'on parviendra à dédramatiser un peu ces sujets. On le fera par des actions, pas seulement des actions symboliques de restitution, mais des projets portés ensemble pour permettre aux uns et aux autres de s'approprier ou de se réapproprier ces œuvres. Je regrette beaucoup que la dernière biennale d'art contemporain de Dakar ait été annulée, parce qu'elle aurait été l'occasion de voir beaucoup de projets qui s'étaient préparés, portés par des Sénégalais et des Africains de tout le continent, qui sont allés, qui à Paris, qui à Marseille, qui au Havre, faire l'inventaire des objets qui sont dans les musées, voir aussi ce qui était disponible sur place. Et certains d'ailleurs ont fait des découvertes intéressantes. Ici à Dakar, on s'est rendu compte que le Sénégal était en position de revendiquer des œuvres qui se trouvent dans de grands musées occidentaux, mais que le Sénégal était aussi
le détenteur de l'IFAN, c'est-à-dire de l'ancien fonds d'œuvres collectées au temps de l'Afrique occidentale française, avec des œuvres qui proviennent du Mali, du Burkina, de Côte d'Ivoire et de tous les pays de la sous-région, et que ces œuvres seraient aussi potentiellement des œuvres qu'il faudrait restituer à leur pays d'origine. Donc je pense que c'est un débat complexe, c'est un débat qui touche à des questions qui sont aussi sociétales que politiques, et je ne pense pas qu'on puisse en faire l'économie. C'est un débat difficile sur lequel on a peu d'instructions ou d'éléments de langage qui nous viennent de Paris. Et je pense qu'on gagnerait à construire quelques beaux objets tous ensemble, nous, les instituts et les alliances d'Afrique, mais aussi tous ensemble avec Paris, pour pouvoir faire entendre une parole claire, sensée et qui puisse trouver véritablement des débouchés dans le réel. Parce que c'est ça qui manque. On a beaucoup de théoriciens, mais on aimerait voir poser quelques actes concrets.